Produire, nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. C'est le thème principal du marché agricole, de la deuxième édition de ce marché. Et donc, en préparation, nous avons prévu une série de 10 webinaires, justement, qui cadrent avec la thématique principale et plusieurs aspects. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un sujet, c'est un thème qui est transversal et pluridisciplinaire. Donc, c'est pourquoi vous allez constater que, par exemple, le premier webinaire, il a porté sur l'apiculture volant au secours des abeilles avec des jeunes. Donc, c'était le thème de la Journée mondiale des abeilles célébrée le 20 mai. Donc, nous avons reçu 4 apiculteurs qui nous ont animés sur ce webinaire-là. Le deuxième webinaire a porté en fait sur l'économie circulaire et les villes durables, de l'économie circulaire et des villes durables. Nous avons reçu deux experts de l'environnement, deux environnementalistes qui nous ont entretenus sur en fait la collecte des déchets, le tri des déchets dans la ville de Kinshasa notamment. Donc, ils ont partagé leurs expériences et nous avons été très enrichis. Le troisième webinaire, nous avons reçu, sur le troisième webinaire, nous avons reçu, voilà, un chef, un expert de l'art culinaire, justement, qui a traité le sujet, la gastronomie en cuisine congolaise. Et ce soir, le thème de ce soir, en fait, nous sommes en train, nous sommes en train de parler de l'agriculture. En fait, nous sommes en train de parler de l'agriculture familiale rurale pour nourrir les villes. Donc, c'est un questionnement et l'orateur de ce soir va essayer de répondre voilà, à cette grande interrogation. Je rappelle que les études, les experts projette qu'en 2050, nous serons près de 10 milliards sur la planète et 1 sur 2 habitants vivra en ville. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous aurons voilà, une démographie qui aura explosé et beaucoup plus de monde, beaucoup plus de bouches à nourrir. Et comment nous y prendre? C'est comme ça que cette réflexion est lancée dès à présent, justement pour ne pas tomber dans le drame congolais, le drame africain qui consiste voilà, à se voir rattrapé par les événements, on ne se projette pas et voilà pourquoi cette réflexion est organisée. Donc, l'agriculture familiale rurale pour nourrir la ville. Oh là là, je vois que notre orateur a encore un problème. Il était connecté, il vient de se déconnecter. En tout cas, j'essaie de le reconnecter. C'est le problème que nous avons. Attendez, minute. Donc, permettez-moi de le reconnecter parce que là, il vient de se déconnecter. Je ne sais pas, il a un problème avec sa connexion. Je lui demande de se reconnecter. Donc, j'étais en train de planter le décor de la deuxième édition du marché agricole Bilanga Betu. Et donc, sur le marché,
Nous aurons bien sûr des stands, ventes et expositions. Nous avons prévu une série de 10 webinaires. Nous sommes au quatrième webinaire. Nous avons prévu des ateliers de formation sur place, des conférences et tables rondes sur place. Voilà, c'est aussi prévu. Nous prévoyons un voyage écotouristique. Le 30, le 30 juin, nous aurons un voyage écotouristique à Maluku sur le site d'un membre de Bilangaya Betu. Le 22 juin prochain, il y a une conférence de presse qui est prévue et dans notre collaboration avec les universités. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Université de Kinshasa est un partenaire officiel de Bilangaya Betu et l'Université de Kinshasa va activement participer à ce grand événement, à cet événement d'envergure internationale. Une conférence va être organisée à l'Université de Kinshasa. L'Université protestante au Congo va participer à l'événement. L'Université Leadership Academia University va participer. L'ANAPI a confirmé sa participation. Robank a confirmé sa participation. DHL, l'ANADEC, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Donc, plusieurs acteurs, sans oublier le grand acteur, l'acteur principal qui est le ministère de l'Agriculture. Donc, plusieurs acteurs ont confirmé leur participation à cet event. Pardon, un instant. Je vois qu'il est en train de se connecter. Euh, donc, le sujet principal, c'est produire, nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Donc, pendant que l'orateur se connecte, je ne vais pas monopoliser la parole. Je ne veux pas non plus que nous croisions les bras et que nous attendions. Donc, dans l'entretemps, je préfère donner la parole aux participants qui sont là, qui attendent la conférence, qui ont manifesté de l'intérêt. Le sujet principal est là, ou encore le sujet de ce soir est connu et vos commentaires sont les bienvenus. Quelles sont peut-être vos attentes? Vous avez une contribution, vous avez, pardon, je vois quelqu'un qui se connecte. Donc, j'ai admis quelqu'un dans la salle, qui était en salle d'attente. J'espère que c'est lui qui se connecte. Monsieur Tony, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tony. Est-ce que vous nous entendez? OK, en attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prendrait la parole pour commenter sur le thème principal du marché agricole ou encore le sujet de ce soir? Euh, Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, Monsieur Hubert. Oui, voilà, écoute, Serge, c'est pour la première fois que j'y participe. Je peux dire aux autres que j'habite à Namur en Belgique. Je suis très, très intéressé à Bilanga Betu depuis quelque temps. Je Comment suis... votre micro est arrivé? Ah, allô? Oui, s'il vous plaît, vous pouvez y aller. Oui, Continuez. voilà, donc je suis très, très intéressé à Bilanga Betu depuis quelque temps. Je suis coopérateur et membre actif de la grande coopérative SERA.
une coopérative financière en Belgique, qui a plus de 400 000 coopérateurs et qui détient 40% du capital de la banque KBC et CBC en Belgique. Étant d'origine congolaise, je suis très intéressé et ce sujet m'intéresse beaucoup parce que ça fait plusieurs années que je n'ai plus été à Kinshasa. Je suis arrivé à Kinshasa le 20 mai, j'ai passé 2 semaines. Je vois que le problème se pose déjà maintenant, après avoir passé plusieurs. Le problème se pose déjà et j'aurai beaucoup de questions, mais j'attends que l'orateur nous fasse d'abord partie de ces réflexions. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'il est là. Euh, S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons fermer nos micros? Il Oui, faut fermer les micros. micro. OK. Alors, Monsieur Tony, bonsoir. Bonsoir. Ah, Monsieur Tony Ngoma, bonsoir. Merci, Bonsoir, Serge. merci de vous avoir, malgré les challenges, hein, malgré les challenges. Et donc, c'est un plaisir, en tout cas, voilà, que vous soyez là et que l'on puisse commencer. Donc, nous étions en train de partager avec les participants en attendant que vous vous connectiez et le sujet est d'intérêt général, il est attendu. Et si vous êtes prêts, on peut commencer. OK. Ben, merci. Le temps des uns et des autres est précieux. Je ne voudrais pas en abuser, même si le sujet en vaut la peine. Parce que je crois que le Magric de cette année, en ayant comme ambition de répondre à la question de nourrir la ville, comment nourrir la ville, ben, pose une question, une problématique que, qui concerne tout le monde. Produire, nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Donc, il ne s'agit pas seulement de nous nourrir aujourd'hui, mais aussi demain. Et donc, il s'agit de se projeter dans le futur, dans lequel certains d'entre nous ne seront peut-être pas, mais de manière à ce que les actes que nous posons aujourd'hui puissent quand même influencer le devenir de nos enfants, petits-enfants, des générations futures. Alors, si vous le permettez, je ne sais pas, docteur, est-ce que c'est moi qui projette ou c'est vous? Allô, Serge? Bon, je vais partager mon écran alors. Bon, je vais partager mon écran. Hop, 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 hop. Un peu poli. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, nous voyons. Oui, nous. OK. OK. Oui, nous voyons votre écran. OK, merci beaucoup. Donc, on va parler un peu de la ville, parce que la ville, comme on dit, produire la ville a commencé quelque part. Avant, nous avions nos villages, mais la notion de ville a commencé avec l'État, quand nous sommes devenus un État. Et tout le monde sait que l'histoire de l'État, du Congo en tant qu'État, commence après la conférence de Berlin. Et donc, après la conférence de Berlin, nous avions ce qu'on appelait des factories, des centres. Mais la première ville que nous avions, c'est la première capitale qui s'appelle Vivi, qui était au Congo central, sous la rive, enfin, en face de Matadi, si je ne me trompe pas, en 1878. Et puis, progressivement, d'autres villes ont commencé à naître.
En 1883, on a déplacé la capitale de Vivi vers Boma. Et puis, la ville de Matadi s'est créée en même temps en 83. Léopoldville, qui était une factory, existait déjà, mais la décision a été prise de transférer la ville, la capitale à Léopoldville en 1923. Le transfert ne se fera qu'en 1929. Mais vous verrez que sur la ligne du temps, entre 1883 et 1929, pas mal de villes se créent pour des raisons essentiellement liées à l'exploitation du Congo, l'exploitation des richesses du Congo qui était à l'époque essentiellement d'ordre agricole et naturel. Et nous savons tous qu'à cette époque-là, le gros, c'était le caoutchouc avec les VA et l'ivoire qui était un produit de luxe. À ce moment-là, la question de nourrir les villes ne se posait pas vraiment parce que les villes étaient en fait des petites bourgades qui se développaient lentement et les villages qui étaient là fournissaient tout. En fait, parce que même pour développer la ville, nous n'avions pas encore de chemin de fer, nous n'avons pas encore de voies routières. Donc, le transport des matériaux se faisait à main d'homme. C'était le portage qui servait à transporter tous les matériaux nécessaires pour la construction des ouvrages, quels qu'ils soient. C'était les mêmes personnes qui étaient réquisitionnées, qui jadis étaient réquisitionnées pour les travaux des champs dans leur village, qui devraient s'occuper maintenant de la construction, qui devraient s'occuper du portage des matériaux, et ainsi de suite. Et donc, avec cette croissance, disons cela, et l'histoire que nous connaissons tous du caoutchouc congolais, les historiens disent il n'y a pas eu vraiment de croissance démographique à proprement parler. Certains disent qu'il y a eu, la population du Congo a été décimée de moitié. Les statistiques varient, mais si on prend les études sérieuses qui ont été faites par le père Léon de Saint-Moulin, il y a eu beaucoup d'exagération dans ce que les historiens ont voulu dire parce qu'effectivement, il y avait un aspect politique à l'époque entre les puissances qui lorgnaient sur le Congo et qui auraient bien voulu que la Belgique perde. Donc, il n'y a pas eu de croissance démographique spectaculaire. On peut même dire que c'était plutôt stagnante, c'était assez faible. Il faut aussi comprendre qu'à ce moment-là, les progrès de la médecine n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Et donc, il y avait aussi pas mal de maladies, comme notamment la maladie du sommeil, en plus des autres maladies qui tuaient beaucoup. Donc, à ce moment-là, les paysans nourrissaient essentiellement les populations qui étaient les leurs et aussi les quelques expatriés qui étaient là, qui acceptaient de manger ce que nous mangeons. Mais il y a un phénomène qui s'est quand même passé et dont il faut parler, c'est que dans les années 1890, l'État belge, disons que l'État indépendant du Congo a décrété que toutes les terres devenaient sa propriété, faisaient partie du domaine de l'État. Et donc, toutes les terres qui n'étaient pas cultivées par les paysans à ce moment-là sont devenues du domaine de l'État. On a exproprié les paysans. À l'époque, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient de l'agriculture sous jachère. Ça veut dire que quand une terre n'était plus bonne, on abandonnait ce champ-là, on se déplaçait, on allait prendre la terre à côté, on défrichait, on commençait à planter de l'autre côté. Et si à un moment donné, on se rendait compte que la terre n'était plus fertile, on déplaçait même parfois le village de quelques distances pour aller ailleurs. L'interdiction faite à tous les autochtones de pouvoir se déplacer comme ils le faisaient par le passé. S'il vous plaît, a est-ce qu'il y a été... un défilement de diapositives ou bien c'est sur la même diapo que vous faites le commentaire? Non, je fais le commentaire sur cette même diapo, j'arriverai, je Merci. défilerai. Merci. Donc, pendant cette même période, il y a eu donc moins de terres disponibles pour l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais voir si je défile. OK. Voilà. Et donc, cette agriculture traditionnelle était essentiellement, avait une fonction nourricière, donc c'était pour vivre. Les gens ne plantaient pas pour gagner de l'argent à l'époque. D'ailleurs, la monnaie n'existait pas encore, n'était pas encore en circulation. Mais il y avait aussi d'autres fonctions. C'était à la fois le territoire des ancêtres, c'était la terre que nous avait léguée. La production reposait sur la parenté. C'était l'unité de production, c'était la famille. C'était papa, maman, les mamans, parce que les papas, la plupart des hommes étaient polygames, surtout ceux qui voulaient avoir cultivé de vastes étendues, ben, ils avaient plusieurs femmes et plusieurs enfants.
Et le capital familial était essentiellement un travail, c'était le travail humain des membres de la famille, le foncier, la terre dont tout le monde disposait, et un petit outillage ou machette. Et disons qu'on parle de planification à minima parce que, effectivement, ben, les gens connaissaient les cycles des produits, savaient que si on plante du manioc maintenant, ben, il faut dans autant de temps, on aurait du pondou et ainsi de suite. C'était vraiment à minima. On plantait pour vivre. Et comme ces villes ont commencé à se développer, on a institué les cultures obligatoires. Les cultures obligatoires, pourquoi? Parce qu'effectivement, avec la fin, avec tout ce qui s'est passé en 1908 et la Première Guerre mondiale, le caoutchouc, qui était une ressource naturelle, a connu la concurrence du caoutchouc artificiel. Donc, le caoutchouc qui faisait la richesse du Congo a perdu ses lettres de noblesse au profit du caoutchouc synthétique, notamment la fabrication des pneus qui servaient pour les premiers véhicules qui allaient à la guerre. Donc, on a commencé à faire du caoutchouc synthétique et le caoutchouc naturel était de moins en moins intéressant. L'ivoire aussi a perdu son attrait en tant que produit de luxe avec la Première Guerre mondiale. Et donc, pour équilibrer le budget de la colonie, le colon a décidé d'imposer des cultures obligatoires d'exportation, coton, café, etc., etc., avec comme prétexte que cela contribuerait aussi à compléter les revenus des autochtones, des Congolais. On ne nous appelait pas Congolais à l'époque. Le premier à nous appeler Congolais a été Lumumba lors de son discours d'indépendance. Les Belges parlaient des indigènes ou des autochtones. Et c'était des produits qui étaient imposés, les volumes étaient imposés, l'administration s'assurait du suivi. Et en plus des travaux agricoles qui étaient libres, chacun faisait son champ, mais était obligé de faire des cultures d'exportation à côté. Il y avait aussi des jours d'astreinte, 60 jours par an, qui étaient souvent dépassés. Donc chaque adulte, homme adulte, devait travailler pendant 60 jours pour l'État. Et c'était généralement pour faire du portage, pour des travaux de route, des travaux de construction, et ainsi de suite. Ce qui a eu comme conséquence qu'il y a eu moins de main-d'œuvre encore disponible pour faire les champs. Alors, vient une deuxième vague après la Première Guerre mondiale. Cette vague correspond à, disons, la première crise. La première crise, comme on appelle la Grande Dépression de 1929, qui est venue vraiment percuter l'État qui venait de sortir de la Première Guerre mondiale. Le Congo est sorti de la Première Guerre mondiale, allez, assez mal parce que nous avions contribué à l'effort de guerre, c'est vrai, mais comme je l'ai dit, l'agriculture, parce que c'est de ça dont on parle, a quand même été percuté a subi le choc parce qu'il y a des gens qui étaient mobilisés pour aller à la guerre. C'est vrai que la force publique de l'époque n'était pas composée que de Congolais, mais il y a quand même eu des Congolais qui ont été envoyés à la guerre et il y a eu l'imposition des cultures obligatoires. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, les esprits commencent à bouger un peu. La Belgique prend possession du Congo et commence à se poser certaines questions et institue notamment le code indigène. Le prince de l'époque, qui était Léopold III, qui deviendra Léopold III, fait une visite au Congo. Il a été très marqué par ça et il décide de la création de l'INEAC, qui est actuellement l'INERA. Donc, on décide de faire quand même bouger. Donc, on crée une structure de recherche agronomique qui vient compléter, en fait, qui vient aussi prendre le relais de la formation des moniteurs indigènes. Parce que les moniteurs agricoles indigènes qu'on avait, c'était des gens qui accompagnaient, en fait, le blanc, à qui on disait, bon, tu dois faire ceci. C'était un peu les capitas de l'époque. Les capitas. Mais avec la création de l'INEAC, ben, on a essayé de formaliser un peu mieux la formation des moniteurs agricoles indigènes pour accompagner cette demande accrue en produits, non seulement pour les villes qui grandissaient et qui naissaient, mais aussi pour les besoins d'exportation. Et comme on le voit, en 1934, il y a eu la naissance des centres officiels, de ce qu'on a appelé les centres extra-coutumiers, donc qui correspondent à certaines des villes que nous avons aujourd'hui. Okay? C'était essentiellement des endroits où on avait des camps des travailleurs,
ou des villages de ceux qui étaient repartis à la guerre et qui étaient revenus, qui étaient plus dans leur village. Ils restaient autour des villes. Il y a des gens qui avaient travaillé à un moment donné dans des plantations de blancs et qui avaient été licenciés. Ils n'avaient plus envie de retourner au village parce qu'ils avaient goûté à une vie différente. Donc tout ça, c'était ce qu'on appelait des centres extra-coutumiers. Mais avec cela aussi a correspondu aussi des progrès de la médecine. Et donc, la croissance de la démographie a commencé à s'améliorer. Et d'où la naissance du paysanat. Toujours, c'était sous Léopold III. Son père décède, il devient roi. Et il y a une politique de paysanat qui est instaurée avant la Deuxième Guerre mondiale. Cette politique de paysanat avait des causes. Pourquoi? C'était d'abord parce qu'on s'était rendu compte, ça c'est du moins ce que la littérature dit, on se rendait compte que le Congolais de l'époque n'était pas prévoyant. Il ne mettait pas de côté, il n'avait pas d'épargne. Ensuite, on s'est rendu compte aussi que les hommes n'aimaient pas le travail agricole. Le travail agricole était essentiellement un travail de femmes. Les hommes, c'était la chasse, c'était la cueillette, et leur contribution dans le travail agricole consistait souvent dans le désherbage. Et c'est simple, l'outil agricole de l'homme, c'était la machette. L'outil agricole par excellence de la femme, c'est la houe. Et la femme, outre le travail qui consistait à planter, avait aussi le travail d'entretien des champs, mais aussi souvent le travail de récolte qu'elle partageait avec les enfants. Alors, le bétail indigène aussi était présent, mais il avait un rendement assez faible. Il y avait des besoins, notamment avec la croissance des villes, d'aller vers des variétés qui étaient beaucoup plus grasses, qui donnaient un peu plus de viande, mais qui étaient aussi plus résistantes aux maladies. Il y avait aussi un autre besoin dont j'ai déjà parlé, c'était le besoin de la sollicitation de la main-d'œuvre. C'est vrai que quelques années auparavant, c'était pour le portage, pour porter, ainsi de suite. Mais déjà, quand on parle des années 30, le chemin de fer Matadi-Kinshasa existait déjà. Le chemin de fer Boma-Tchela existait déjà. Kinshasa était déjà la capitale du pays. Donc, il y avait des besoins pour les usines qui commençaient à naître par-ci, par-là, à travers le pays, à Lubumbashi, au Katanga, parce que j'ai peut-être omis d'en parler, mais il y avait une charte coloniale qui a fait que l'exploitation du Katanga a commencé à se faire par des privés. Ce n'était pas l'État en tant qu'État qui a commencé à exploiter le Katanga, mais c'est une société à charte, c'est-à-dire c'était une convention entre l'État et des privés. Et cette convention, finalement, a été rompue en 1912, mais l'élan était déjà donné, c'est-à-dire que l'État a repris le contrôle, mais cette société à charte qui était là, qui deviendra l'Union minière du Haut-Katanga, avait besoin pour ses exploitations minières, elle aussi, de travailleurs pour travailler là-bas. Elle a même fait venir des travailleurs d'ailleurs d'autres provinces du pays. Mais ces travailleurs devaient manger, ils devaient être nourris. Donc malheureusement aussi, un autre fait, c'était que le prix d'achat était très faible par rapport au coût de transport. Quand on parle de coût de transport, ce n'était pas forcément les véhicules, mais c'était par tête. Le coût était le coût humain. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment des véhicules de transport pour transporter la production du village vers les villes. Les gens faisaient ça à pied. Mais les distances qu'ils faisaient à pied pour aller quitter leur village, aller vers les nouveaux centres extra-coutumiers qui étaient nés, c'était des jours de travail en moins pour l'agriculture. Donc, ce coût humain-là se répercutait sur la production agricole, l'entretien des champs, les plantations, les travaux champêtres qui devaient avoir lieu. Et donc, le paysanat est né avec le but de pouvoir améliorer, cette fois-ci, l'agriculture indigène aussi, pas seulement l'agriculture du blanc. Et elle est venue avec l'idée d'organiser les gens en coopérative, d'avoir des surfaces et des méthodes culturelles agréées qu'on pouvait encadrer, donner quelques semences, des engrais et d'utiliser pleinement les moniteurs agricoles qui étaient formés par-ci, par-là, là où il y avait des stations de l'INEAC. Voilà ce que ça donne. Voici pour vous donner un peu une idée de ce que étaient nos travaux champêtres dans les années 50, qui correspondent aussi à la fin du plan décennal, parce que le premier plan décennal de 10 ans qui a été fait au Congo, justement pour essayer de faire participer un peu mieux les populations congolaises à la richesse du Congo,
pas seulement comme main-d'œuvre à exploiter, mais aussi comme personnes qui pouvaient aussi commencer à un temps soit peu bénéficier de la richesse. En 1949, ce plan prendra fin à l'indépendance, on n'a jamais vraiment évalué. Mais voici un peu l'idée, voici un peu les personnes qui nourrissaient les villes à l'époque. C'était ces mamans avec leurs enfants sur le dos, ces jeunes filles avec leurs housse sur la tête. C'est vraiment ce qu'on voyait. Mais les hommes aussi étaient partie prenante, comme on peut le voir sur ces images. À gauche, vous avez par exemple une presse à huile de palme qui date des années 20 dans un village. Et à droite, vous avez la récolte du palmier à huile, parce que les hommes travaillaient dans les plantations industrielles. Donc, ils travaillaient de leurs mains euh, pour les plantations des Blancs, comme on les disait à l'époque, mais aussi pour faire leur propre huile de palme pour leurs propres besoins. Sur ces entrefaites arrive l'indépendance. L'indépendance vient après une histoire que nous connaissons, qui a été réécrite. Je ne vais pas parler de l'indépendance aujourd'hui, mais déjà, pendant les années 50, on se rend compte que les villes, il y a une croissance démographique conséquente. Il y a de plus en plus de personnes qui quittent les villages pour aller dans les villes. Que nous tous ici, si nous regardons, si nous questionnons nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents pour certains, ils vous diront qu'ils ont commencé à quitter le village. Bon, voilà, votre grand-père a trouvé un travail dans une usine, on fabriquait du pain chez tel à Kinshasa. Ah non, c'était pour l'Otraco à l'époque, l'Otraco qui l'a engagé, il est venu à Kinshasa, etc., etc. Donc, il y a de plus en plus de mouvements qui se fait pour occuper les emplois qui sont en ville. Et heureusement pour nous, comment dirais-je, c'est une migration, ces migrations-là sont contrôlées. À l'époque coloniale, les gens ne quittaient pas le village n'importe comment pour venir en ville. C'était aussi dans le but de pouvoir faire en sorte qu'on ait suffisamment de bras pour continuer à travailler l'agriculture et ne viennent en ville que ceux qui sont nécessaires pour la main-d'œuvre dont avait besoin la ville. Mais avec l'indépendance, nous avons dit, voilà, on en a assez de la corvée du blanc. Tous les travaux de corvée ont été abandonnés. Parmi ces travaux de corvée, en premier, il y a toutes les cultures d'exportation, parce que nous ne voyions pas, nos parents ne voyaient pas à quoi ça leur servait. Ça leur rapportait un peu d'argent, oui, mais pas, c'était pas non plus extraordinaire. Par contre, le fouet derrière était derrière, il fallait payer l'impôt, il fallait. Et donc, on a laissé tomber tout ce qui était de contraintes, comme le paiement de l'impôt, mais aussi certaines cultures d'exportation. Ce n'était pas nécessairement, comment dirais-je, c'est vrai qu'il y a une volonté de rompre avec ce qui faisait la force du blanc, d'une part, mais d'autre part, il y avait aussi des contraintes qui étaient liées au climat général qui s'est créé dans des années qui ont suivi l'indépendance. N'oublions pas les sécessions, ok? Les sécessions, les mutineries qui ont eu lieu dans les différents camps où il y avait la force publique, les différentes sécessions, kassayennes, katangaises, Okwilu, etc., etc. Tout ça a créé des postes d'insécurité qui ont en fait impacté sur l'agriculture, sur l'organisation des paysanats qui était encore embryonnaire, okay, qui commençait à donner un peu de fruits, les gens commençaient à comprendre un peu comment ça fonctionnait. Les premiers universitaires, les premiers ingénieurs agronomes, bon, c'est vrai qu'on avait eu Paul Farnana dans les années 10, mais les premiers agronomes qui sortaient de l'Ovanium, c'était fin des années 50. Okay? Donc, c'est juste à ce moment-là que l'indépendance vient avec tous les troubles qu'on connaît. Et malheureusement, si vous regardez la ligne de temps que j'ai faite, c'est-à-dire après l'indépendance, nous avons eu des plans, mais nous n'avons pas eu de politique agricole faite pour soutenir, pour nourrir la ville. Il n'y en a plus. On a eu des plans qui se sont... Il y a eu beaucoup de slogans,
Et nous sommes restés dans cet état-là jusqu'à ce que la loi agricole vienne en 2011. Nous avons eu la première loi agricole depuis que le Congo existe comme État, est venue en 2011. Donc, 51 ans après l'indépendance. Et cette loi agricole, d'ailleurs, si vous regardez dans le programme de la Première ministre aujourd'hui, elle est même en train d'être révisée déjà. On veut la réviser, pourquoi? Parce que, bon, il y a déjà des soucis par rapport, comment dirais-je, aux possibilités pour l'agro-industrie à capitaux étrangers de se développer. On pense que notre loi fait la part trop belle aux autochtones et elle est un peu discriminante pour les étrangers et les capitaux étrangers qui voudraient investir dans l'agriculture chez nous. Mais pendant ce temps, nos villes n'ont cessé que de croître, aussi bien en termes de population qu'en termes de nombre. Pour faire simple, aujourd'hui, nous avons 145 territoires. Si on considère que chaque chef-lieu de territoire est un grand centre et auquel on ajoute les 33 villes que nous avons, ben nous voyons un peu quel est le nombre de villes que nous devons nourrir aujourd'hui. Mais nous devons nourrir ces villes-là qui croissent de manière plus qu'exponentielle. Parce que comme on le dit, encore une fois, la population a été multipliée par 7,5, mais le revenu n'a pas pris de la même manière. Ces croissances ont entraîné de la pauvreté, aussi bien en ville que dans les villages. Moi, je me rappelle que dans les années 70, en tout cas à Kinshasa, même mon grand-oncle qui était enseignant, quand on allait voir un enseignant, ben, on vous tuait la poule, la bouteille de coca sortait facilement du frigo, il n'était pas locataire, il vivait chez lui. Ok, il avait sa maison, il a ma tété, qu'il avait reçu du fonds d'avance. Voilà, c'était l'enseignant de l'époque. Mais entre cet enseignant-là et celui d'aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts. Okay? Donc, la croissance des villes s'est faite, elle s'est fortement accélérée, mais elle s'est faite au détriment de la qualité de vie et en ville et dans les villages. Et lorsqu'on regarde les photos, j'ai pris ces photos qui sont des photos récentes, qui sont dans les publications récentes du ministère de l'Agriculture. Vous vous rendez compte qu'entre l'agricultrice de 1955 et la cultivatrice de 2013-2015, il n'y a pas de différence. Elle est juste un peu plus habillée, mais c'est toujours les mêmes méthodes culturelles, c'est toujours la houe qui est son outil. Elle est toujours pieds nus, ok, avec un enfant sur le dos. Et si vous regardez l'homme, ben, jusqu'aujourd'hui, ben, la fameuse presse à huile, bon, elle est toujours ce qu'elle était. Okay. On voit à gauche celle du village et à droite, on voit que ça, c'est une photo qui est tirée de l'exploitation de Brabanta qui se fait, qui est une entreprise qui a remplacé PLZ au Bandundu. Voilà, on a toujours besoin du portage, du travail manuel pour transporter, du moins dans un premier stade, les régimes de noix de palme qui sont exploités. Donc le travail manuel est toujours bien là et c'est toujours lui qui nourrit la ville et les populations de la ville, aussi bien les productions avec les productions paysannes, comme l'huile de palme de nature paysanne, que nous voyons venir avec des camions, tout comme l'huile de palme que nous voyons industrielle, tout est fait par ces paysans. Ces cultures vivrières aussi sont à faible rendement. Si on regarde la différence qu'il y a, ce tableau, c'est un tableau qui montre un peu la différence de rendement entre notre agriculture à nous, vivrière, et les agricultures les plus performantes en Afrique et au Brésil. On se rend compte que pour le manioc, là où nous avons nous, un rendement de 10,3%, le Ghana est à 42%. Là où nous avons un rendement du haricot de 0,78, le Ghana est à 37%. Donc ça veut dire que, d'une part, il y a de plus en plus de monde, mais nos terres ne produisent pas assez. C'est-à-dire sur la même superficie, sur la même surface, on produit moins qu'on ne pourrait le faire. Le débat est là. Comment faire pour que cette agriculture
qui doit nourrir une ville qui est en pleine, explosion, il suffit de regarder toutes les villes, le nombre de constructions à étage, parce qu'on loge sur la même surface, on loge plus de personnes, alors que sur la même surface où on plantait, on récolte moins. Okay. Voilà le débat, le souci qui est le nôtre aujourd'hui. Mais il y a d'autres soucis qui sont les soucis maintenant. Il y a l'alphabétisme qui est toujours là. Et les femmes sont analphabètes. Quand on parle des sols qui s'appauvrissent, ben aujourd'hui, s'il faut enrichir le sol, il faut aller expliquer aux femmes, parce que ce sont elles qui sont les premières concernées, comment enrichir le sol, comment changer les méthodes culturelles. Déjà que le nombre de filles en école d'agronomie au secondaire est assez limité. Je ne parle même, bon, à l'université, on voit quand même pas mal d'ingénieurs agronomes femmes. Ma propre sœur est ingénieure agronome. Mais le nombre est toujours inférieur aux besoins dont nous avons, aux besoins qui sont les nôtres, dans nos visages, qui produisent pour nous. Okay? Dans toutes les villes, je parle de toutes les villes du pays sans distinction, hein, de Mbandaka à Isiro, en passant par, je ne sais pas moi, Riwara, Bunia, Mbanzangungu ou Kasumbalesa, peu importe, le problème est le même. Okay? Les femmes qui contribuent, qui sont la plus grosse force de travail dans l'agriculture, ne sont pas suffisamment instruites, d'une part, mais ne sont pas non plus suffisamment libérées de certain nombre de tâches pour pouvoir avoir plus de temps à consacrer à l'agriculture. Et de surcroît, elles ne sont pas propriétaires foncières. La terre appartient aux hommes, dans la plupart de nos coutumes. De nos villages, la terre appartient aux hommes et l'exploitation familiale est dirigée par l'homme. Quand je dis dirigée par l'homme, ce n'est pas forcément lui qui va dire à la femme, tu dois faire 1 hectare ou 2 hectares, mais c'est l'homme qui prend le plus du temps à la femme par ses demandes multiples. Donc la femme, quand elle rentre des champs, elle doit faire la cuisine, elle doit s'occuper des enfants, elle doit ensuite satisfaire les besoins de son mari, elle doit s'occuper de la propreté de sa maison, etc., etc. Autant de sollicitations qui s'ajoutent au besoin de produire plus. Voilà le constat qui est notre constat aujourd'hui en 2024. Alors donc, nous avons des enjeux, comme on dit, d'ordre démographique. La population croît rapidement, comme j'ai dit. En les villes, elle croît de 4,4% annuellement en ville, contre 2% dans les zones rurales. Des besoins, des enjeux culturels, parce que, comme vous l'avez vu, bon, la tradition fait obstacle à la modernité. Comme vous voyez, la houe qui était utilisée dans les années 20, des années 50, elle n'a pas évolué. C'est toujours la même houe. Okay? Les capacités familiales, c'est toujours les mêmes terres. Et d'ailleurs, maintenant, il y a de moins en moins de terres disponibles, surtout aux alentours des villes. Les gens vont de plus en plus loin s'il faut y aller. Mais de plus en plus, là, il y a aussi de plus en plus de conflits. Quand on voit le conflit qui a lieu, notamment au Bandundu, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est un conflit foncier sur les terres. Les gens disent, vous étiez venus ici, vous n'étiez pas autochtones, vous étiez venus d'ailleurs, ce ne sont pas vos terres. D'autres disent, non, 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 depuis le temps que nous sommes ici, nous avons acquis le droit d'être propriétaires, c'est nous qui exploitons, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Ce nombre de conflits existe partout. Il suffit d'aller dans les tribunaux de toutes les provinces, vous posez la question aux magistrats qui sont là. Le gros des conflits, plus de 50% des conflits qui sont dans les tribunaux sont liés aux problèmes fonciers. Ensuite, il y a des problèmes sociaux parce que la richesse entraîne des problèmes. Les gens parfois hésitent à devenir riches parce qu'ils risquent d'être mal vus. Ah, si je gagne de l'argent, on va venir m'embêter, on va m'en vouloir, pourquoi moi? Ok. Les inégalités ne sont pas toujours bien vues en milieu rural. En plus, l'exploitation familiale, ben, vous avez une hiérarchie, il y a un aîné, il y a un cadet. On a tendance à vouloir répercuter cette hiérarchie sociale de la famille dans l'exploitation agricole, alors que l'aîné n'est peut-être pas forcément celui qui est le plus apte à amener l'innovation dans la famille. Vous avez peut-être un jeune qui a peut-être
un peu plus de clairvoyance, mais à qui on ne donne pas la parole, à qui on ne donne pas la possibilité de pouvoir modifier les pratiques euh, culturelles. Il y a des enjeux politiques, je n'en parlerai pas. Bon, nous en parlons tous les jours, matin, midi, soir. Donc, je ne vais pas me faire ici l'écho de tout ce que nous savons sur les problèmes politiques qui bloquent l'agriculture. Mais je vais quand même aussi rajouter d'autres choses, c'est-à-dire c'est les problèmes des enjeux économiques et financiers. Aujourd'hui, au moment où on parle de développement durable, on parle de plus en plus d'écologie, de l'eau, de la préservation des eaux, la pollution des eaux, la dégradation des eaux, la dégradation des forêts, euh, la qualité de vie. La terre devient vraiment un enjeu stratégique. Comment faire pour préserver ce capital terre pour qu'il continue à servir les générations futures, donc aujourd'hui et demain, mais qui permettent à la fois l'agriculture, le minier, etc., etc. Parce que cette même terre, aujourd'hui, bon, tant que les gens l'exploitent, qu'on n'a pas découvert qu'il y a du pétrole, ça va. Mais si demain on découvre qu'il y a du pétrole là-bas, euh, tous ceux qui habitaient le village se retrouvent chômeurs du jour au lendemain et ne vont plus produire pour la ville. Ça va être le pétrole qui va être exploité, les compagnies pétrolières vont prendre le pétrole, mais l'agriculture, les champs qui nourrissaient les gens qui étaient là vont disparaître et ne seront pas remplacés par quelque chose d'autre. Euh, D'autre part, il y a aussi la question du financement de l'agriculture. Euh, j'ai évoqué qu'à l'époque coloniale, par exemple, les sociétés à charte, mais aussi les missions, les missionnaires, ont beaucoup contribué au financement de l'agriculture, pas de manière forcément, pas nécessairement en matière monétaire, mais par exemple en investissant dans la formation des moniteurs, en investissant dans certains outillages, dans certains engrais, ou dans les techniques, dans l'apprentissage des techniques. Les moniteurs agricoles, par exemple, les premiers moniteurs ont été formés, euh, notamment, entre autres, par exemple, par des prêtres dans ce qu'on appelait des fermes-chapelles pour les jésuites. Les engrais, ça pose beaucoup de problèmes parce que non seulement il faut les acquérir, mais il faut aussi que les engrais soient adaptés à l'évolution des sols. Or, ce qui arrive souvent dans nos milieux traditionnels, c'est que quand on s'est rendu compte que tel engrais, je dis n'importe quoi, NPK, fonctionne, ben on croit que c'est la solution miracle. Alors que, bon, avec la culture qu'on a faite, ce n'est plus le NPK qu'il faut prendre, il faut changer d'engrais. Okay? Mais personne n'est là pour le leur faire comprendre. Il faut financer la petite mécanisation. On ne parle pas forcément de tracteurs, mais même de petits motoculteurs pour retourner la terre, soulager un peu le travail du dos de la dame qui doit toujours se courber avec sa houe. Financer le conseil agricole, parce qu'il faut aller parler à ces personnes, leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent faire mieux pour eux-mêmes d'abord, et puis pour les autres. Et aussi le problème des prix. Le problème des prix des produits agricoles qui sont très bas, de la circulation monétaire. Le Congo a 9 frontières. Dans la plupart des frontières que nous avons, à l'exception des frontières que nous avons, le Rwanda et le Burundi, si vous allez, la monnaie de transaction est généralement la monnaie des pays voisins. Vous allez dans le Manianga, au Congo central, ben, les gens utilisent le franc CFA. Vous allez à l'Équateur, à Mumbai, ou je sais pas, les gens utilisent le franc CFA. Vous allez du côté de Ariwara, en Ituri, les gens utilisent le shilling ougandais, etc., etc. Donc, la circulation nationale elle-même, la circulation de la monnaie nationale elle-même pose des soucis. Et demander à ces personnes-là de pouvoir, comment dirais-je, vendre en monnaie nationale des produits, leur surplus, ça ne leur dit pas grand-chose. Pardon, cher Tony. Oui, Euh, Comme nous avons commencé avec un retard suite aux problèmes techniques connus en début de oui, webinaire, est-ce que tu pourrais conclure, par exemple, en 5 minutes comme ça? Je sens qu'il va y avoir beaucoup de questions. Nous avons ok, le temps de prendre des questions et d'animer la discussion. ok. Alors, je vais conclure rapidement alors. OK. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui des développements des chaînes de valeur.
des chaînes de valeur agricoles. Les chaînes de valeur agricoles, elles sont effectivement une source de revenus pour tous ceux qui y participent. Okay? Aussi bien en amont de la production qu'en aval. Donc, quand on dit produire pour nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain, pour produire, il y a des choses qui se passent avant la production, il y a des choses qui se passent après la production qui font aussi partie de la chaîne de valeur. Et pour cela, il faut transformer les mentalités. Je vous épargne un peu ce que j'ai mis ici. Je crois que Serge fera circuler la présentation, mais j'ai parlé en fait des motivations. Je parle de comprendre les motivations des agriculteurs du monde rural. Si nous ne comprenons pas les motivations du monde rural qui font que le monde rural n'évolue pas et qu'on s'attaque toujours à ce que nous écrivent les ruralistes, les agronomes, on ne résoudra pas le problème. On aura tendance à croire qu'il faut aller vers une agriculture agro-industrielle avec tracteurs et grosses surfaces. Cette agriculture-là, nous en avons besoin pour un certain nombre de choses, mais cette agriculture-là ne fournit pas des revenus à 60% de notre population qui est encore rurale. Donc, il faut comprendre comment accompagner ces agriculteurs dans la chaîne de valeur. Et ici, donc, j'ai mis, par exemple, une chaîne de valeur qui est une chaîne de valeur de légumes, qui est la chaîne de valeur de l'Ukraine. Plus près de nous, il y a une chaîne de valeur qui est celle de l'Ouganda, qui montre aussi que dans la production, eux, ils ont su faire un mix entre petits exploitants et grandes exploitations agricoles. Donc, il n'y a pas que les petits exploitants qui sont concernés dans la production, il y a aussi des grandes exploitations. Et chacun a ses circuits, contribue à différents types de circuits pour les marchés intérieurs, ruraux et ainsi de suite. Donc, il y a une politique qui est conçue. Quand je dis politique, ne considérons pas que la politique est du domaine des politiciens seulement. Une politique, ça peut aussi être la politique qu'une ONG met en place. Une ASBL comme Bilan Ayabeto peut avoir une politique pour pouvoir se dire, OK, pour la chaîne de valeur agricole à laquelle elle contribue. Et donc, dans la chaîne des valeurs agricoles, j'ai lu que dans le programme du gouvernement que nous avons tous vu passer cette semaine, qu'on voulait donner plus d'accès au marché des intrants et qu'on voulait faire l'appui conseil aux exploitants. Donc, ça veut dire que pour nous qui sommes de Bilan Ayabeto, qui avons un penchant pour la question agricole, il y a des opportunités de business que l'État va créer, en plus de celles que nous connaissons déjà. La question est, est-ce que nous sommes prêts à y entrer? Prenons par exemple la chaîne de valeur des fertilisants. Ici, c'est une fertilisant, des fertilisants qui est faite au Burundi. Vous vous rendez compte que dans cette chaîne de valeur, en amont, il y a des fertilisants, mais il y a des paysans, il y a des coopératives et des ASBL qui sont partie de cette chaîne de valeur. Les semences ne sont pas nécessairement, il n'y a pas que l'INERA. l'INERA ne fait que de la recherche. L'INERA n'est pas producteur de semences. Les semences doivent être produites par des gens. La pomme de terre, si on veut faire, je me souviens de la première expérience qu'on avait avec la pomme de terre, mais ces semences-là ont été achetées quelque part. Donc, il y a des gens qui produisent la semence pour que d'autres puissent produire de la pomme de terre. Okay? Donc, les fertilisants de même. Okay? C'est une industrie, c'est vrai, mais nous avons aussi, par exemple, la chaîne de valeur des ordures ménagères qui peut produire de l'humus. Nous voyons d'ailleurs de plus en plus de pousse-puisseurs. Par exemple, moi, j'en vois de temps en temps à Kinshasa qui vont alimenter les mamans qui font des plates-bandes. Donc, il y a déjà une chaîne de valeur informelle qui existe pour nos déchets, comment on les appelle encore, nos déchets recyclables. Nos déchets, non, pas recyclables. Tout ce qui est recyclable n'est pas nécessairement, bref, compostable. Okay? Pour les matières compostables, voilà ce que je voulais dire. Donc, voilà. Et même pour la nourriture d'élevage, il y a aussi des opportunités qui sont là. Donc, la chaîne de valeur, elle concerne tout le monde. Il y a des maillons logistiques, c'est quelqu'un qui a une camionnette. On voit beaucoup de gens investir dans des tricycles
à Kinshasa, il y a peut-être des tricycles nous, à l'époque, on appelait ça moto Gizzi à Kinshasa, qui faisaient le transport du sable. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des tricycles qui pourraient faire le transport des produits agricoles entre un village X situé en Bankana et Nsele, par exemple? Ok. Donc, ce sont des opportunités de business qui existent aussi. Mais ces chaînes de valeur sont souvent contrôlées par des intermédiaires qui capturent les revenus parce qu'ils achètent au prix bas, le plus bas possible au niveau des paysans, et essaient de revendre au prix le plus fort sur les marchés urbains. Parce qu'ils savent qu'en ville, les revenus sont un peu plus élevés. Donc voilà en fait les différentes opportunités qui existent dans la chaîne de valeur. La question que je vois, c'est comment est-ce que nous voulons nous approprier ces opportunités-là individuellement et collectivement? J'ai été un peu provocateur en mettant cette carte d'électeur parce que dans nos cartes d'électeurs, nous mettons tous territoire d'origine, province d'origine, territoire d'origine, village d'origine, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça signifie, village d'origine? Est-ce que ça veut dire que nous voulons y produire? Est-ce que ça veut dire que nous avons un regard pour aller parler aux gens qui sont dans nos villages d'origine? Est-ce que c'est simplement rester pour figurer sur une carte d'identité? Ou c'est un lieu que nous pensons exploiter? Euh, Ce sont des questions qui me sont venues, que je me suis posées à moi-même et que je partage avec vous tout au long de ce débat. Merci, j'ai dit et je vous remercie. À vous la parole. Waouh, waouh. En tout cas, grand merci, cher Tony. Merci pour ce brillant exposé. Ce soir, nous sommes très édifiés de, de tous ces rappels. Donc, il y a d'abord, tu as commencé par nous faire une rétrospective, en fait, nous ramener dans l'histoire du Congo, de la RDC, l'histoire précoloniale, l'histoire coloniale. Tu as commencé par démontrer comment l'agriculture en période précoloniale. Voilà, tu as déjà des compliments dans le chat, donc très bel exposé. Pendant la période précoloniale, c'était une agriculture familiale, une agriculture de subsistance et de consommation. Et après, en fait, avec le début de la colonisation, cette agriculture a continué, même si la politique coloniale était celle de développer des cultures de rente tournées, orientées vers l'exportation. Et donc, on en arrive à l'époque, les villes n'existent pas encore dans leur état actuel, donc il n'y avait pas un grand besoin de nourrir les villes. Et cette agriculture de subsistance, cette agriculture familiale couvrait plus ou moins les besoins des populations locales, des autochtones, des indigènes, comme la colonisation les appelait. Mais nous arrivons au moment de l'indépendance, en période post-indépendance, malheureusement, on se rend compte que on a gardé les mêmes pratiques culturelles, les techniques n'ont pas évolué, il n'y a pas eu de politique agricole véritable. Nous sommes allés, on a voyagé de programme en programme, on a plusieurs dizaines de programmes, des slogans, et à ce jour, il y a un boom démographique. Il y a, avec la politique administrative, avec la décentralisation, on a 145 territoires, on a plusieurs villes aujourd'hui. Donc, le challenge de nourrir les villes est aujourd'hui réel. Les experts nous disent qu'en 2050, nous serons sur la planète 9 à 10 milliards et 1 sur 2 habitants sera habitant des villes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous continuer à nourrir euh, cette population qui aura sensiblement augmenté avec la même approche, avec les mêmes méthodes? Et donc là, tu nous amènes à trouver le salut dans la notion des chaînes de valeur. Donc, il faut exploiter les chaînes de valeur, il faut investir dans les chaînes de valeur. Tu as démontré tous ces enjeux politiques, culturels, qui sont encore un frein, des enjeux économiques, financiers. Donc, bref,
c'est ça la synthèse que je peux faire. Je salue en passant notre chère maman professeure Yanju, Marie-Claire Yanju, qui est la secrétaire générale chargée de la recherche à l'Université de Kinshasa. En introduction, je l'ai dit, Bilangabé a un partenariat officiel avec l'Université de Kinshasa, la plus grande université de la RDC, la première université, et donc qui est très impliquée dans la deuxième édition, l'organisation de la deuxième édition du marché agricole Bilangabé. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord prendre les questions. Nous allons prendre les questions, demander la parole pour ceux qui ont des questions. Le principe de nos webinaires, c'est que vos questions doivent être claires et doivent être concises, précises et pour donner l'occasion à tout le monde de pouvoir intervenir. Donc, nous sommes là pour échanger, pour nous édifier. D'abord, les questions et les contributions vont suivre. Donc, on va prendre rapidement une série de 5 questions. Moi, j'ai levé la main. Je peux? Pardon, un instant. Oui, docteur Ebeja, on va vous donner la parole. Oui, allez-y, docteur Ebeja, vous pouvez parler. Oui, bonsoir à tout le monde et bonjour. Ça dépend de là où vous êtes. Je suis très content. C'est la première participation parce que je suis un nouveau adhérent. Et ma question concerne la comparaison que j'ai vue de taux de rendement quand on a comparé le Ghana et la RDC. La différence est très grande. Est-ce qu'on a approfondi la situation pour savoir qu'est-ce qui amène à cela? Qu'est-ce que les Ghanéens ont fait pour avoir un si grand taux de rendement par rapport à nous? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est le fait que dans la suite, est-ce que nous pourrions avoir ces présentations et cet enregistrement après? Donc, c'était un peu ça ma préoccupation. Merci à vous. OK. Merci, cher docteur Augustin. Donc, le webinaire est enregistré et la présentation est aussi disponible. S'il vous plaît, vous avez besoin de la présentation, écrivez votre adresse mail dans le chat. Adresse mail ou si vous n'avez pas une adresse mail, un numéro de téléphone, WhatsApp éventuellement, nous allons partager tous ces éléments. Merci. Voilà. Qui d'autre pour une question? OK. Donc, je vois, est-ce que Hubert, est-ce que vous demandez la parole ou c'est... Voilà. Oui, OK, on va donner la parole à Monsieur Dadi. Oui, bonsoir. Il y a deux daddies dans le, dans Oui, le oui, call. J'espère que c'est oui. moi qu'on a parlé, ouais. Alors, je voulais juste te demander, j'étais pas là au début, mais pour moi, mieux comprendre la suite. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, pour parler de la ville de Kinshasa, qui est le grand fournisseur en termes d'aliments? Est-ce que c'est comment dire, c'est l'intérieur ou bien est-ce que c'est les cultures qui se font autour de la ville elle-même? Est-ce qu'il y a beaucoup d'importations? J'aimerais bien avoir cette réponse-là si c'est possible. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre d'exposé, mais ça me permettra d'un peu avancer dans la réflexion. Merci. OK, merci, merci Dadi. Euh, Est-ce qu'il y a encore une demande de parole? Dadi, vous venez de parler. Alors, Tony, je vous propose de répondre aux questions. Oui, merci. Donc, j'ai noté 3 questions Oui, jusque-là. oui, c'est ça. Il y en avait 2 qui ont été orales et puis il y en a une qui est dans le fil du chat, dans le chat. OK.
La première question, c'est la différence de taux de rendement entre notamment bon, le Congo et d'autres pays en Afrique, dont notamment le Ghana. Euh, la différence, elle tient à plusieurs facteurs. D'une manière générale, d'ailleurs, quand vous regardez, d'une manière générale, euh, les pays anglo-saxons, d'une manière générale, performent mieux que les pays francophones. Ce n'est pas une question de langue. Ce n'est pas non plus une question de colonisation. Je ne pense pas que ce soit seulement un problème de colonisation. Je pense que c'est une question de formatage dans les politiques, le format des politiques publiques qu'ils adoptent. OK? Et aussi dans certains aspects culturels. Je vais prendre un exemple parce que j'ai vécu au Kenya. Au Kenya, par exemple, si vous allez à Noël, vous arrivez à Nairobi pendant les fêtes de Nouvel An, la ville est désertée de la moitié de la population. Plus de la moitié de la population n'est pas dans la ville. Elle est rentrée au village. Donc, ça veut dire que la plupart des gens qui habitent Nairobi, la capitale, ont des fermes, ont des champs, ont des élevages chez eux. Et malgré que le Kenya est en partie, il y a des parties du Kenya qui sont désertiques, ces gens cherchent des solutions pour résoudre les problèmes agricoles. Donc, ceux qui vivent en ville ont encore un lien avec le village. Nous, chez nous, dès qu'on arrive en ville, les liens sont coupés. Bon, c'est vrai que le Congo est un pays aussi continent, hein. Les distances ne sont pas toujours faciles à couvrir. Mais quand je parle du lien, ce n'est pas seulement un lien physique, c'est-à-dire pour y aller, mais c'est pour organiser. Ils sont organisés. C'est-à-dire ceux qui sont au village ont reçu un mandat de ceux qui sont en ville et rendent des comptes pendant la période de fin d'année de leur gestion, de leur exploitation, etc., etc. Donc, il y a effectivement des politiques. Je sais que le gouvernement congolais, notamment la présidence surtout, avec l'agenda de transformation agricole, est très engagé avec le Nigeria, qui est un autre géant. C'est vrai que le Ghana pour le manioc est juste devant le Nigeria. Le Nigeria vient juste après. Où là aussi, le manioc est. Allez, les rendements en manioc sont extraordinaires. Okay? Et ça tient à la chaîne de valeur du manioc. Parce que chez nous, par exemple, les gens qui doivent faire du manioc, ben, ils doivent attendre de récolter les boutures. Or, le manioc prend 1 an. Donc, si vous devez attendre 1 an pour avoir des boutures que vous pouvez replanter, bon, celui qui a fait les champs lui-même, va prendre des boutures pour lui-même et prendre d'autres pour donner aux autres. La conservation de ces boutures est assez limitée dans le temps. Si elle n'a pas été bien si quand on les a coupées sur les champs, ça n'a pas été bien fait. Donc, vous avez pas mal de manioc, de boutures de manioc qui auraient pu servir à alimenter la chaîne de semences en manioc, pas pour faire du manioc, mais même pour faire du pondu, qui est dans la nature, en fait, qui ne sert pas. Okay? Alors qu'ailleurs, ils ont organisé la chaîne de valeur du manioc. Aussi bien même dans la fabrication des engins pour transformer le manioc en gari et tout ce que vous voulez. Donc, la production en elle-même, pour parler de la production, pour rester seulement sur l'aspect production, est liée à une volonté aussi bien de l'État que des entrepreneurs privés. Et quand je dis entrepreneurs privés, ce n'est pas forcément des grandes personnes. Des personnes, enfin, ce n'est pas seulement comme je dirais, les Tony et Lumelu et tout le reste. Non. C'est aussi les petits exploitants familiaux qui s'organisent différemment. Juste encore un autre problème, juste question pour parler justement de cela aussi, et je termine par là, c'est l'OADA. Nous, le Congo, nous avons adhéré à l'OADA. L'OADA a beaucoup d'avantages sous le point de vue des transactions entre États. Mais au niveau de l'agriculture congolaise, l'OADA a un frein, parce qu'il considère que les agriculteurs étant générateurs de revenus, ils doivent savoir tenir une comptabilité. Alors, quand on parle de nos coopératives agricoles, par exemple, qui doivent acheter des intrants, engrais, fumier, je sais pas, motoculteurs ou whatever, ces gens, quelles sont leurs connaissances en comptable? Elles sont très faibles. Donc, si personne ne les aide à faire leur comptabilité, ils ne pourront jamais bénéficier, enfin, des financements pour pouvoir développer leur productivité. C'est aussi de ça dont il est question.
Les jeunes qui terminent en sciences commerciales, qui ont fait les humanités commerciales chez nous, viennent tous en ville. Personne ne veut se faire conseiller de la coopérative du village. Parce que, bon, il pense qu'il n'y trouvera pas son compte. C'est ce qu'il pense. Okay? Donc, c'est en fait ça, c'est-à-dire, l'image, c'est-à-dire que nous n'avons pas créé un écosystème au service des rendements, de nos rendements d'une manière générale, et même post-rendement, parce que il y a des endroits où on produit beaucoup, hein, mais où malheureusement, la chaîne de valeur logistique n'existant pas, les gens se disent ça ne sert plus à rien de produire, je préfère me limiter à produire pour ma propre famille, je laisse tomber tous les efforts, ça ne sert à rien, je produis juste pour moi, et si j'ai un supplément, je le vends. Donc, il y a aussi un peu de ça. Donc, quand je dis, c'est pour ça que je pense que la chaîne de valeur est importante pour aussi stimuler la productivité chez nous. Comment la RDC n'arrive pas à mettre en place des politiques agricoles? C'est une question que j'ai vue dans le chat. Nous n'avons pas seulement de problème pour mettre en place la politique publique agricole, mais toutes les politiques publiques. La politique publique de transport, vous la voyez, il suffit de regarder les embouteillages à Kinshasa. Est-ce que la politique publique de transport fonctionne? Est-ce que la seule politique publique qui semble marcher un peu au Congo, c'est l'enseignement? Okay? Mais la plupart de nos politiques publiques, la mise en œuvre de nos politiques publiques ne marche pas. Et donc, il faut bon, c'est un de mes domaines de spécialisation, l'analyse des politiques publiques. Nous devons repenser notre administration et repenser la manière dont la mise en œuvre des politiques publiques doit être faite, en fait. Okay? Nous pensons que parce qu'on a signé une ordonnance quelque part, on a signé un décret d'application, que cela suffit. Non. Le citoyen, l'agriculteur, il ne vit pas à Matadi, il ne vit pas à Lubumbashi, il ne vit pas à Kolwezi. Il vit à Luambo, il vit, je ne sais pas moi, en Kalankala, il vit, c'est pas... Donc, il vit dans les petits villages. OK? Et là-bas, il n'y a personne. Quand vous allez chercher, d'abord, les moniteurs agricoles qui sont dans ces villages-là, ils ont tous plus de 50 ans. Plus de la moitié a plus de 50 ans. Il n'y a aucun moniteur agricole qui sort de l'école qui a 24 ans, qui va aller s'installer dans le village près de moniteur agricole dans le village. Bon, ces gens-là n'ont pas Internet. Comment est-ce qu'il est au courant des dernières transformations, ainsi de suite? Qui lui parle d'ailleurs d'Internet? Est-ce qu'on a développé des applications sur téléphone pour eux? Qui va leur parler de la loi agricole, des avantages? Qui va parler même à l'homme d'affaires du coin pour dire, ah, tu sais, maintenant on a mis une politique semencière. Si tu veux investir ton temps, ton argent, ta famille et toi dans les semences, vous pouvez gagner de l'argent de telle manière. Personne ne va leur dire ça. Donc, nos politiques publiques, oui, la mise en œuvre des politiques publiques pose problème parce qu'elles sont pensées au sommet, mais nous ne pensons pas comment est-ce qu'elles doivent être exécutées à la base. Et quand je disais que la seule qui a exécuté, c'est l'enseignement, c'est parce que l'enseignant, c'est lui qui exécute la politique publique en matière d'enseignement. On peut discuter de la qualité, mais les enseignants sont toujours là. Par contre, ceux qui doivent appliquer les politiques publiques en matière d'eau dans les villages, c'est le moniteur agricole qui a toutes ces fonctions-là. Il a plusieurs casquettes. Hein. Il sert à la fois d'environnementaliste, ainsi de suite. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, ils en sont réduits à traquer les amendes sur les gens qui coupent le bois pour faire du macala, ainsi de suite. Donc. Alors, troisième question, qui est le plus grand fournisseur de la ville de Kinshasa en produits agricoles? Je n'ai malheureusement pas les statistiques précises, mais de ce que le commun des mortels sait, c'est qu'il y a de plus en plus de produits importés, produits agricoles importés dans la chaîne alimentaire quinoise. De plus en plus. Okay? Ça, c'est d'abord une première chose. Le riz, le maïs, la tomate, et j'en passe. Okay? Il y a même un effort qui est fait parce que je salue évidemment maman professeur qui est parmi nous, qui est non seulement qui est une chercheuse reconnue. Vraiment, merci d'être parmi nous. Les recherches, par exemple, que la professeure a faites sur l'intégration du manioc dans la panification, jusqu'à présent, on a vu beaucoup de slogans, on a vu beaucoup de choses, on n'a pas vu d'évaluation. Moi, ça fait 2 ans que j'en ai entendu parler, je n'ai pas vu une évaluation qui dit que sur 100 boulangeries, il y en a 50 qui avaient commencé à mettre de la farine de manioc. Aujourd'hui, on est passé à 80. Ou pour dire que, avant, ils intégraient 5%, aujourd'hui, ils sont passés à 10%.
dans l'intégration de farine de manioc dans le pain. Mais déjà, cela, par exemple, si cela se faisait, ça réduirait l'importation de farine de froment, mais ça créerait une pression sur la demande de manioc. Et je ne suis pas certain non plus que nous serons capables de suivre dans la chaîne de valeur. Il est vrai, par exemple, que pour ce qui concerne le manioc, bon, on a Mongata qui est en train de faire en matière de semencière, est en train d'innover. Mais combien de gens sont au courant que aujourd'hui vous pouvez avoir des petites plantules de manioc qui sont faites en aqua, on appelle ça en aqua, je sais plus, j'ai oublié le nom de la technique en question. Combien de gens le savent sur le plateau des Batéké ou bien au Congo central qui est juste à côté? C'est aussi là le problème de nos politiques publiques. Alors, donc, les plus grands fournisseurs aujourd'hui en légumes, quand on mange du biteku-teku, on mange du pondu, on mange du ngaï-ngaï, nos légumes, notre chou, nos épinards, ben, ça vient de l'Interland de Kinshasa. Donc, de Kinshasa, sa périphérie. Kinshasa produit de moins en moins. Vous verrez, par exemple, que, bon, moi, je me rappelle les endroits où mes tantes, mes grands-mères faisaient de l'agriculture. Là où il y a la RTNC, la cité Bel Air, autour du palais du peuple, c'était des champs. Il n'y a plus rien. À Kingabwa, là où il y avait des champs de riz, dans les années 70, aujourd'hui, c'est devenu des maisons qui sont inondées à chaque fois que le fleuve euh, fit son cours normal, parce que bah, c'est normal. Il y a des crues, c'est normal, c'est annuel, bon, en plus du réchauffement. OK? Quand vous prenez, par exemple, là où, à côté de Lingwala, il y avait des pépinières à Banda, la Lingwala qui n'existe plus. Ça n'existe plus du tout. C'était des pépinières où les gens pouvaient aller s'approvisionner, justement, comme dans toute pépinière. Ça n'existe plus. Il suffit de regarder. En fait, il suffit de regarder aussi notre panier. Lorsque nous allons faire nos achats, d'où vient ce que nous avons? Je crois que le gros vient de l'Interland, de Kinshasa immédiatement et d'un peu plus loin. Par exemple, quand on prend les bananes plantains, ça vient encore du Mayom. Bon, voilà, les haricots qu'on mange à Kinshasa, je ne suis pas certain que que ce ne soit pas importé. Je crois qu'il y a beaucoup d'importations de haricots, par exemple. Donc voilà. Mais d'autres pourraient me compléter utilement sur cette question-là. Donc en gros, les plus grands fournisseurs en légumes, c'est encore l'Interland de Kinshasa. Mais en tout ce qui est produit qui se conserve bien, je crois que nous sommes vraiment dépendants des importations. Oui, donc en effet, cher Tony, nous importons annuellement hein, des vivres alimentaires, des vivres de l'ordre de plus de 2 milliards de dollars. Et donc ça, ce sont les statistiques. Et sur le terrain, nous connaissons le challenge en fait qu'il y a. Les importations, voilà, les importations font une concurrence très rude et parfois sauvage à la production locale. Et voilà, c'est, c'est un sujet qui ne nous est pas étranger. Voilà, nous le connaissons bien. Mais parce que tu as évoqué la difficulté aussi de la tenue de la comptabilité par les petites structures, par les coopératives rurales, les paysans, cette difficulté, ce challenge qui est lié au système OHADA, c'est pourquoi nous avons prévu, le webinaire du lundi prochain va porter sur cette question. Nous avons un expert, nous sommes vraiment bénis dans Bilangabé, tout donc d'avoir des experts comme Tony Ngoma qui nous entretient ce soir. Il y a encore un autre expert qui est en Amérique, qui est aux États-Unis et qui va nous entretenir sur la comptabilité pour les non-financiers et les ASBL et ONG. Donc pour les ASBL, ONG. Et donc aujourd'hui, c'est une obligation légale de tenir une comptabilité, quelle que soit la forme de la structure, les ASBL, les églises, les partis politiques, les ONG, les associations doivent aujourd'hui tenir une comptabilité. Et donc nous aurons un expert justement qui va nous entretenir sur la question le lundi soir. Donc, merci pour ces réponses. Nous avons nous avons encore quelques minutes. Donc, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Je vois Hubert
Hubert en Belgique, José Kaniki à Kinshasa. Donc, on va d'abord donner la parole à Hubert et ensuite à José Kaniki. Je vois Maître Timothée aussi qui demande la parole. Donc, Madame Rachel, est-ce qu'on peut commencer par donner? Je remercie aussi en passant Madame Rachel Chilela euh, qui est notre expert qui gère toute cette partie administrative, technique avec le webinaire. Donc, c'est elle qui programme les réunions, c'est elle qui gère du point de vue technique les réunions. Donc, merci beaucoup pour son efficacité et merci pour sa présence. Donc, est-ce qu'on peut donner la parole à Hubert qui l'a demandé? Monsieur Hubert, vous pouvez simplement ouvrir votre micro et parler. Voilà. Oui, Est-ce vous que vous avez la parole. m'entendez? Oui, ça va. Oui, ça va. Bon, moi, je commence par les remercier. Voilà, Serge l'a très bien remercié et a fait vraiment tout montrer toutes les approches qu'il a abordées. C'est très bien. Je commence d'abord par une petite rectification. Brabanta, ce n'est pas dans les Bandundu, c'est dans les Kasaï. C'est mon milieu natal. C'est là où Unilever s'était installé et a désinvesti. Mais il y a une autre société qui a relancé Brabanta. Ce n'est pas, c'est la limite entre les Bandundu et les Kasaï. C'est dans les Kasaï. Autrefois, c'était dans Exact, les c'est chez Kasaï. les Bachilélé. Exact. Oui, autrefois, c'était dans les Kasaï Exact. occidental. Maintenant, c'est dans la province du Kasaï. Je rectifie. Exact. C'est du Voilà. côté de Mapangou dans le Kasaï, Oui, c'est ma effectivement. Vous avez Pangou, c'est raison. ça. C'est Brabant, c'est mon milieu natal. Je connais très bien. Merci beaucoup. Bon, maintenant, moi, je voudrais vous demander euh, quelques questions. J'étais à Kinshasa dernièrement. Je me suis dit, les agriculteurs sont frappés par la détérioration des termes de l'échange. Suite à la dévaluation de la monnaie, comme vous avez dit, les prix sont très, très, très bas. Est-ce qu'avec ce qu'ils vendent, les agriculteurs peuvent faire face aux problèmes de la vie? C'est la première question. Bon, la deuxième question, vous avez aussi parlé de... À l'époque coloniale, il y avait la migration contrôlée. Bon, mais vous n'avez pas dit que c'était aussi une bonne façon de combattre l'exode rural, parce que maintenant, comme vous dites, on dit partout que voilà, Kinshasa explose. J'ai vu ça après 20 années. Bon, j'ai dit, il y a une explosion terrible. Comment faire pour combattre cet exode rural? C'est mes deux questions que j'avais à vous poser. Merci. Ok, merci. José Kaniki, l'ingénieur José Kaniki a demandé la parole. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Ma question est par rapport à la chaîne de valeur. Quels sont les éléments que nous pouvons tenir compte pour mettre en place aujourd'hui notre propre chaîne de valeur? Je donne un exemple. Aujourd'hui, on a un problème sérieux de l'électricité dans nos provinces, mais avec le biodigester aujourd'hui, on peut produire de l'électricité et alimenter même le village. Ma question, c'était celui-là. Quels sont les éléments clés qu'on doit tenir compte aujourd'hui pour mettre en place notre propre chaîne de valeur dans l'agriculture congolaise? Merci beaucoup. Oui, Maître Timothée, allez-y. Allô, merci. D'abord, je voudrais remercier, je voudrais saluer tout le monde et encore une fois remercier notre présentateur de cette soirée. Vraiment, rien à redire. Je joins mes félicitations à tous ceux les autres qui m'ont précédé. Donc j'ai eu la première, c'est une information que j'ai d'ailleurs postée. Donc dans l'agenda législatif du gouvernement, voilà, du gouvernement qui est entré en fonction, il est présenté la réforme de la loi agricole et l'adoption de la loi sémencière. Donc, c'est vraiment deux lois qui sont vraiment bien placées en une position privilégiée. Et donc, il y a
une occasion pour nous, Bilanga Abetu, pour les experts, de quand même de s'organiser pour faire porter ce plaidoyer de la question agricole, de la transformation, aussi bien déjà sur les... Donc, je propose que pour qu'il y ait de la suite dans cette discussion, en plus de la semaine du 22 au 28 avec la foire agricole, mais déjà que vraiment Bilanga Abetu, avec la qualité des intervenants et des interventions, puisse se positionner effectivement comme plateforme de première qualité sur ces questions-là. Ça, c'est un aspect. Alors, ma question, elle est simple. Comment concilier et d'ailleurs, comment concilier aujourd'hui l'impératif de Kinshasa de nourrir la population et aujourd'hui l'impératif d'urbanisation, du boom urbain, le boom même certains qui parlent même de cette urbanisation chaotique, sauvage. Comment concilier les deux pour que justement, voilà, l'un travaille pour l'autre ou que les deux soient partie de la solution qu'au lieu d'en faire deux parties du problème. Merci. Merci. Je crois j'ai noté 5 questions, une dans le chat et 4 par les différents intervenants. La première qui était dans le chat concernait la qualité et la traçabilité des produits agricoles. Comment assurer la qualité et la traçabilité des produits agricoles des agriculteurs familiaux? C'est une question qui concerne 3 catégories d'acteurs. Les premiers, évidemment, c'est l'État, parce que c'est l'État qui est garant de la qualité et de la santé de tous les citoyens. Le deuxième type d'acteurs, ce sont tous ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur. Et le troisième, c'est le producteur. Parce que le producteur agricole, aussi selon la nature des intrants qu'il utilise, peut déjà être un problème à sa propre production. Donc l'eau qu'il utilise, les intrants qu'il utilise, voilà, peuvent être déjà, ou le sol sur lequel il produit, si le sol contient des substances nocives, ça peut être à l'origine déjà de problèmes pour déjà l'agriculture, pour les produits d'agriculture qui sortiront de cette terre-là. Donc le producteur, comme je le dis, il faut l'instruire. Notre monde paysan, on dit souvent que chaque fois qu'on entendait un discours politique, on dit non, 60% de notre population est rurale. Et c'est vrai, c'est-à-dire que le gros de notre population est rurale, mais moi je dirais même semi-rurale. Okay? Mais ces personnes-là ne sont pas conscientes, par exemple, des dangers de pollution de la terre. Si personne ne leur en parle, parce que pour eux, cette terre, ils l'ont toujours exploitée telle qu'elle. Okay? Donc maintenant qu'il y a une pollution qui est venue, je ne sais pas moi, de l'eau ou des rejets industriels, voilà, je ne sais pas moi, l'eau que la Gécamine utilise, qui est déversée dans la rivière Lubumbashi, va aller contaminer des terres plus bas, ok? Et les gens se rendront compte simplement à partir du moment où les gens commenceront à avoir des maladies. Bon, c'est un exemple. Je ne dis pas que c'est ce qui existe, hein, c'est ce qui se fait, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour dire simplement qu'effectivement, nos agriculteurs en matière de traçabilité, non, de qualité, pardon, ont un rôle à jouer, mais n'ont pas les ressources, ne disposent pas de toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir garantir la qualité autrement que la qualité visuelle et la fraîcheur. Alors, maintenant, dans la chaîne, ben, vous avez toute la chaîne logistique. Commençons par ceux qui transportent, ceux qui stockent, ceux qui vendent, les étalages sur les marchés, etc., etc., etc. Là aussi, je pense que
il y a aussi des besoins de sensibilisation, ok, des besoins d'éduquer les gens qui sont dans la chaîne logistique. Et puis, voilà, il faut aussi que l'État cesse d'être un État prédateur. En fait, notre État est devenu un État gendarme plutôt qu'un État conseiller. Euh, dans les politiques publiques, en fait, les politiques publiques, c'est pas tout le temps c'est pas toujours le bâton, la chicotte. Il y a aussi le sermon. Les politiques sont aussi éducatives et incitatives. Donc, il faut aussi que l'État puisse mettre en place des politiques d'incitation pour dire, voilà, si vous faites ceci, vous pouvez avoir cela. Une exonération d'impôts, une facilité de ceci, une facilité de cela, ou bien, je ne sais pas, des exonérations sur le prix des intrants. Peu importe. Donc, l'État doit aussi pouvoir mettre en place des politiques incitatives et des politiques de communication pour former, éduquer les populations. Mais nous avons l'impression que tous les services de l'État, je ne parle pas nécessairement des ministres, hein, quand vous allez quand les gens dans un village voient l'inspecteur de l'agriculture atterrir, les gens fuient. Parce que quand l'inspecteur de l'agriculture vient, l'inspecteur territorial arrive, ils se disent, ah, c'est pour des amendes. Ils ne se disent pas qu'il vient pour nous apprendre, pour nous apprendre quelque chose. Ce n'est pas un partenaire pour développer leurs affaires, c'est plutôt quelqu'un qui est contre. C'est un peu comme à Kinshasa, quand les gens voient les services économiques de la commune débarquer, c'est toujours pour demander autorisation d'ouverture, des trucs, tout un tas de choses qui n'ont rien à voir, mais c'est jamais pour aider le petit commerçant du quartier à prospérer et à donner de l'emploi aux jeunes du quartier pour qu'ils ne deviennent pas des coulounes. Donc, c'est beaucoup d'efforts à faire. Dans l'éducation générale, mais aussi dans la manière dont nous, en tant que société, aussi nous organisons. Parce que si nous parlons de la traçabilité, nous pouvons organiser une traçabilité. Avec les outils informatiques que nous avons et ainsi de suite, nous pouvons nous aussi être partie prenante à cela. Parce que si nous attendons que ça vienne de l'OCC ou de tous les organismes du ministère de l'Agriculture, je doute que nous ayons une traçabilité qui soit effective. Donc aujourd'hui, il faut beaucoup de pression de la société civile, des consommateurs que nous sommes, pour pouvoir y arriver et adopter des standards qui correspondent à ce que nous pouvons réaliser. N'adoptons pas des standards de traçabilité occidentaux, ça ne marchera pas. Adoptons des standards de traçabilité qui sont les nôtres. Okay? Que ce sont des légumes qui viennent de Maloubou. Les gens le savent, hein? C'est-à-dire qu'ils vous diront, par exemple, ah, les mamans qui sont marchées, elles sont bien, tanti, n'y a ressemble, oh, yondundo et utiboé. Parce qu'ils savent que dire que ndundo et uti n'est pas iboé, c'est un signe de qualité. OK? Dire foufou, moi, foufou, foufou, ça appelle, mais foufou, à Bakongo. Bon, pourquoi? Parce que pour eux, foufou, à Bakongo, c'est un indice de qualité. Mais ce n'est pas un indice de traçabilité pour dire qu'est-ce qu'il y a dans ce foufou, s'il y a du plomb dedans ou je ne sais pas. Voilà. Détermination des termes de l'échange, comment les agriculteurs peuvent faire. C'est faire d'abord comme nous dans Bilangabé, tout d'abord se regrouper. L'union fait la force. Mieux ils seront organisés pour défendre leurs intérêts, mieux cela vaudra. Et mieux ils seront organisés pour intégrer la chaîne de valeur, mieux cela vaudra aussi. Parce que, prenons un cas un peu simple, vous produisez des bananes plantains, ok? Et c'est un produit qui peut pourrir. Donc, les gens qui viennent avec leur camion pour acheter vos bananes plantains savent qu'ils ont un moyen de pression sur vous parce qu'ils se disent, si tu ne me vends pas ces bananes plantains, au bout de X jours, tu pourras les consommer toi-même. Moi, je ne les prendrai plus parce que je ne saurais plus les transporter pour aller les vendre à Kinshasa. Elles vont toutes mourir en route, je ne voudrais pas. Donc, c'est un moyen de pression qu'ils ont. Mais si les commerçants, ceux qui vendent des bananes plantains se disent, OK, ben, nous allons nous organiser pour que nous-mêmes, nous puissions avoir un transporteur qui soit peut-être intégré à notre chaîne de valeur, ou bien que nous-mêmes aussi, parmi nous, les commerçants du coin, il y a un commerçant qui est ici, qui est entrepreneur, est-ce que tu ne pourrais pas acheter un véhicule qui, lui, transporterait les bananes de chez nous? Comme ça, on n'aurait plus à subir les offres des gens qui viennent de Kinshasa ou, je sais pas, de Matadi pour venir ici acheter nos bananes plantains moins chères. Vous comprenez? Donc, il faut... il y a un besoin d'organisation des paysans à la base. Mais il y a aussi un besoin
des services de l'économie nationale. Quand on dit contrôle des prix, généralement, on voit contrôle des prix des carburants, on voit Thomson, on voit Poulet, on va voir, là, c'est généralement un fait de fin d'année, on vient contrôler les grands magasins, le riz, ainsi de suite, pour tirer les prix à la baisse au niveau du détail. Mais personne ne s'occupe d'optimiser le prix pour le producteur, pour que ce monsieur qui produit demain puisse dire, ah, je vais acheter un motoculteur pour alléger le travail de ma femme, mais ce motoculteur, il va falloir que je mette du carburant dedans, donc il va falloir que j'achète ce carburant, je ne vais pas me taper 50 km pour acheter du carburant, sinon je n'utiliserai pas un motoculteur. Donc si je dois acheter un motoculteur et acheter du carburant, ben, il faut qu'il y ait peut-être un petit Kadhafi qui va acheter du carburant, je ne sais pas moi, de l'autre côté de la frontière, qui l'amène, qui s'installe dans les villages, qui va commencer à nous fournir du Kadhafi, mais pas seulement à moi, mais aussi à d'autres personnes. Ah, mais si ce motoculteur tombe en panne, il faut que je sois capable de le réparer. Est-ce qu'il y a un jeune homme qui a fait la mécanique qui pourra se faire? Donc, si on commence à développer, comme je dirais, l'écosystème, on pourra, comment dirais-je, aider les agriculteurs à justifier aussi un prix qui soit conséquent, parce que la qualité sera là, le rendement sera là. Et l'autre chose, c'est aussi le rendement, parce que celui qui, au Ghana, a le rendement du manioc qui est de 42%, ben, sur la même surface, il a 4 fois plus que, que son collègue qui vit au Congo. Donc, du coup, il peut gagner, il peut même si le prix au détail n'est pas intéressant, mais le rendement à l'hectare lui permet d'améliorer ses revenus. Simplement parce que sur la même superficie, il produit plus. Okay? Donc, oui, comment éviter cela? Il faut que les services de l'État jouent leur rôle d'incitation à la production, d'incitation aussi à avoir des prix justes, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque coloniale, les prix n'étaient pas justes. Les gens qui venaient livrer de la farine de maïs à la Gécamine, on tirait leur prix vers le bas. Okay? Il a fallu vraiment que les gens revendiquent pour que cela change. Alors, chaîne de valeur, de quoi tenir compte pour développer nos chaînes de valeur dans l'agriculture? Ben, d'abord, d'un problème sociologique qui fait que nous, les Congolais, on a difficile à s'associer en affaires. La plupart de nos exploitations sont familiales. Et là, je salue vraiment Bilang Abeto parce que je vois les progrès accomplis par l'association. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce que notre ASBL compte, enfin, ASBL, notre association compte comme membres, on a des gens qui sont, on a une bonne représentativité de la chaîne de valeur. OK? Maintenant, je ne sais pas, Serge me complétera peut-être, je ne sais pas si en termes d'intrants agricoles, nous avons aussi des membres de Bilang Abeto qui sont aussi dans les intrants. OK? Mais en tout cas, en termes de représentativité de la chaîne de valeur agricole, je crois que nous avons plusieurs acteurs. Maintenant, comment est-ce qu'on peut les mettre bout à bout pour se compléter de manière un peu plus efficiente et plus efficace? Ça relève ça relève de l'humain, de la volonté d'un chacun de vouloir s'associer aux autres, pas seulement pour comme l'aveugle et le paralytique. Moi, j'aimais bien ça dans les lectures qu'on avait dans les contes de chez nous. L'aveugle et le paralytique. Je verrai pour toi, tu marcheras pour moi. OK? Je crois que c'est à ça que nous devons essayer d'aboutir. Le chacun pour soi, Dieu pour tous. Laissons cela à l'Occident. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas d'ailleurs. Moi, je suis contre ces histoires-là. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Je pense que le salut est collectif. Nous devons nous battre collectivement ou mourir collectivement. Okay? Donc, oui. Maintenant, nos chaînes de valeur, il y a beaucoup à dire. Je crois qu'il faut commencer par ce qu'il y a de plus facile avant d'aller vers ce qu'il y a de plus complexe. Avant de vouloir tirer une route, construire une route, je ne sais pas moi, en bitumée, ben la piste qui est là, commençons déjà par l'entretenir. Et l'entretenir, ça veut dire, par exemple, qu'on ne doit pas faire venir un camion qui a une charge à l'essieu, qui prend un camion de 20 tonnes sur cette route-là. Ça ne marchera pas. Limitons ça, disons que sur cette route-là, on va réglementer ça. Sur cette route-ci, il n'y a que des pick-up. Et ces pick-up ne peuvent transporter qu'autant. Comme ça, on va préserver notre route, on va aller. Et ça, en préservant cette route, ben, on préserve la chaîne de valeur parce qu'on va pouvoir évacuer nos produits beaucoup plus facilement sans avoir à subir les affres de la route.
Mais ça veut dire que dans la chaîne de valeur, on intègre les gestionnaires de la route. L'intégrer dans les gestionnaires de la route, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer un péage. C'est-à-dire, on va dire, OK, bon, pour ceux qui font des produits agricoles, je dis n'importe quoi, pour la pick-up qui transporte des produits agricoles, ben, vous payerez 500 francs. Pour celui qui vient simplement pour faire du tourisme, il payera 1000 francs. Voilà, donc, il faut que nous soyons créatifs par rapport aux contraintes spécifiques de chaque produit, de chaque localisation, de chaque territoire, de chaque lieu de production, de chaque filière de distribution, que nous soyons créatifs pour effectivement voir comment nous pouvons pénétrer, nous investir dans cette chaîne de valeur et retirer les quelques francs, les quelques centimes qu'il y a dedans. Ah, j'allais oublier aussi une autre chose. Un autre handicap que nous avons aussi dans notre chaîne de valeur, c'est notre monnaie. Malheureusement, l'État ne se rend pas compte. Je le dis souvent, quand vous avez une augmentation du prix du carburant de 10%, ça se traduit par des augmentations parfois de 500% dans d'autres secteurs. Pourquoi? Parfois par manque d'unités divisionnaires. Moi, j'ai travaillé pour un brasseur, dont je ne citerai pas le nom, mais prenons que le prix de la bouteille, qui est, je dis n'importe quoi, prenons un chiffre rond pour faire simple, est de 1000 francs à l'usine. On dit qu'elle augmente, elle passe de 1000 francs, elle augmente de 5%, donc elle passe de 1000 francs à 1050 francs. L'usine va faire calculer sur le casier et mettra 1050 francs, le prix en dollars équivalent, les gens vont le faire. Mais la bouteille de 1050 francs, si on considère qu'il y a 20% de marge bénéficiaire, ok, donc 1050 francs plus 20%, ça devrait faire 1200, non 20%, donc 1200 plus 20% de 50, donc plus 10, donc 1210. Okay. Donc, il n'y a pas 210 francs. Et conséquence, donc le barman, au lieu de vendre à 1210 francs, vendra à 1300. Donc, du coup, l'augmentation qui aurait dû être de 20% devient une augmentation de 30% par manque de monnaie divisionnaire. Dans des pays où on utilise le mobile money, comme le Kenya, intensément, ou la Tanzanie, même le coiffeur accepte le mobile money. Et vous pouvez payer la somme exacte en francs congolais. Mais chez nous, le coût de transaction du mobile money est tel que même l'utilisation des monnaies divisionnaires rendrait inutile l'effort qu'on ferait. Donc, terme de l'échange, chaîne de valeur, l'État a aussi un rôle à jouer dans le terme de monnaie divisionnaire et de respect des prix. Mais nous avons aussi, nous aussi, en tant que population, des efforts à faire pour accepter des formes de monnaie qui acceptent des monnaies divisionnaires. Aujourd'hui, 10 francs, 5 francs, ça n'existe pas. Mais je vais même 50 francs, je ne sais pas qui d'entre nous manipule des billets de 50 francs tous les jours. Donc, ça fait partie aussi de ce qui tue, aussi bien en termes de l'échange qu'en termes de termes de valeur. Alors, dernière question, c'est la réforme de la loi agricole et la loi foncière qui dit plaidoyer, quel est notre rôle? Je pense que, bon, c'est un lobbying, c'est un plaidoyer à faire. Je crois que, bilan à la bête, quand je vois le nombre de publications, on est invité dans plusieurs forats par différents acteurs. Donc, il n'est pas impossible que nous puissions être consultés, donner notre point de vue, ou du moins que nous anticipions déjà sur les réformes qui vont avoir lieu. Certains d'entre nous ont des frères qui sont députés, sénateurs. Ben, c'est le moment de leur dire, ils sont élus de l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'avais quelques peurs parce que quand on voyait le projet de loi agricole, de réforme de la loi agricole qui était fait, la plupart des paysans s'en plaignaient parce que c'était en fait déposséder le monde paysan au profit de l'agro-industrie. Pour faire simple. Mais il va falloir que nos acteurs qui sont au Sénat, au Parlement, veillent, si ça doit être une réforme qui doit se faire par une loi qui va être votée au Parlement, mais si ça se fait juste par un décret du Premier ministre ou bien dans ce cas, on ne passera pas par la procédure législative, ça aura moins de force
mais ça permettra quand même de pouvoir donner des indications, allez, inciter, encourager les étrangers à venir chez nous sans déposséder le paysan. Mais moi, je suis d'ailleurs de ceux qui pensent que depuis qu'on crie que les étrangers doivent venir chez nous, je vois, j'ai vu des chaînes de supermarchés indiens, pour ne pas les citer, qui s'investissent de plus en plus dans l'agriculture aussi chez nous. OK? Je ne sais pas quel est le régime foncier qui leur est appliqué. Je crois que si on est correct, ces terres restent propriété de l'État congolais à travers les villages et les villageois qui sont là-bas, et que ces gens-là ne se retrouvent pas en train de travailler pour des maigres salaires pour la chaîne de supermarchés qui a étendu sa chaîne de valeur dans le domaine agricole. Mais c'est de ça aussi dont il s'agit. Donc, trouver les bons équilibres entre les différents acteurs de l'agriculture. Déjà, à l'époque coloniale, ça posait un problème entre l'agriculture du blanc et l'agriculture indigène. Ce problème n'a jamais été totalement résolu. Pour ce qui est de la loi semencière, bon, on verra ce que ça donnera. Évidemment, le but, c'est d'avoir des semences de qualité qui peuvent améliorer les rendements. Mais encore une fois, il faut aussi que ce soit aussi un juste partage. Parce que ce que j'ai vu, j'ai visité l'INERA Boisy, j'ai vu la technique de reproduction de semences. C'est très intéressant parce que ça permettrait d'avoir 4 fois plus de semences que par la méthode actuelle. C'est très intéressant. Je crois que c'est ce qui a aussi été fait à Mongata. Mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Okay? Donc, il y aura des gens qui vont se lancer dans cette chaîne de valeur semencière-là. Mais par contre, si on doit faire des graines d'amarante, de bitékou, il est fort possible que ma tante, ma cousine, ma grand-mère puissent être dans la chaîne être dans la semence de bitékou. OK? Produire des semences de bitékou qui vont être de qualité et être amenées. Encore faut-il ensuite que le service semencier de l'agriculture ne devienne pas un service gendarme pour réprimer seulement, mais qu'il soit aussi un service qui investisse et qui s'investissent et qui s'investissent avec les semenciers. Donc, oui, il y a un lobbying à faire, il y a aussi du business à créer dans cette chaîne de valeur semencière. Si vous pensez seulement les gens qui sont en Banzarou ou qui font la pomme de terre, ben les semences sont importées. Il y avait un importateur de semences de pommes de terre, je crois, qui a abandonné, je ne sais pas s'il a été remplacé. Les gens qui font d'autres semences de tomates ou de carottes, je ne pense pas que la chaîne de semences vienne de chez nous. À Goma, je ne sais pas si les gens qui font la pomme de terre, il y a une chaîne la chaîne semencière aussi du coin. J'en doute quand même. Je n'ai pas eu vent de cela. Par contre, dans l'élevage, ben là aussi, on avait vu qu'il y avait à un moment donné des poussins qui étaient importés. Ben, on a vu quand même qu'il y avait des gens qui essayaient quand même de s'investir dans la reproduction pour les poulets de chair, les pondeuses. Bon, je dis bien, c'est l'équivalent de la semence pour l'élevage. Il y a aussi moyen de s'investir dans ce genre de choses, même pour les porcs. Je vois beaucoup de gens investir dans la chaîne de porcine du début jusqu'à la fin, mais ça coûte énormément d'argent d'élever une truie pour qu'elle mette bas, nourrir les porcelets, etc., etc., etc. Il y a d'autres endroits où la chaîne de valeur, il y a des gens qui se concentrent, qui ne font que les porcelets et ils revendent des porcelets à des gens qui vont ensuite les engraisser et les revendre pour les abattre. Donc, oui, il y a des choses à faire dans la réforme de la loi agricole. C'est à nous d'ouvrir les yeux, de la lire, de bien la parcourir, de comprendre les termes juridiques, parce que parfois, les juristes et les politiciens cachent des choses dans les termes qui sont utilisés et ben, nous battre jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut obtenir pour nous. Voilà. Ok, merci Tony. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je déplore vraiment le temps que nous avons perdu au début avec les problèmes techniques. Je voudrais placer un mot, Tony. Donc, comme tu l'as dit, c'est vrai, il y a beaucoup. Bilanga Beto a réalisé un grand parcours. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de challenges sur terrain en matière de positionnement sur la chaîne de valeur, de mise en place de cette chaîne de valeur pour qu'elle tourne de manière convenable, comme tout le monde
l'attendrait. Voilà pourquoi nous sommes allés, aujourd'hui nous avons des partenariats avec les institutions comme l'Université de Kinshasa. Nous sommes tournés vers l'université qui a une faculté des sciences agronomiques, une faculté des sciences avec des laboratoires performants. Nous avons l'INERA. Donc l'INERA a confirmé sa participation à la deuxième édition du marché agricole Bilangabé. Tout l'INERA sera là. Alors, cher Tony, il y a encore des questions cruciales que nous devons pouvoir, auxquelles nous devons pouvoir donner des réponses concrètes. C'est comme ça que nous faisons participer l'Université de Kinshasa, l'INERA. Je donne un exemple. Pour les intrants, je dois quand même souligner qu'il y a un problème aussi culturel. Donc, Oui. localement, les agriculteurs ont tendance à croire que les intrants, écoutez, que ce soit les semences, que ce soit les fertilisants, que ce soit les jeunes plantes, les plantules, les consorts, les plants qui viennent d'ailleurs, voilà, sont meilleurs automatiquement. Donc, sont meilleurs que ce qui est produit localement. Donc, c'est ça qui combat aussi les efforts et la filière semencière locale, entre autres. Mais le marché Bilangabé, c'est un marché de solutions et d'opportunités agricoles. Donc, nous aimerions poser des questions concrètes aux spécialistes. Regardez quand on parle des élevages. L'aliment pour bétail, c'est le nœud d'étranglement partout, dans tous les élevages. Avicole, porcin, cunicole, partout, l'aliment pour bétail. Pourquoi nous avons des universités? Nous avons, si ma maman professeure est encore avec nous sur la réunion, voilà, et elle pourra répondre. Donc, souffrez que l'on prenne quelques 10-15 minutes de plus, mais c'est pour répondre aux questions très pertinentes, capitales. Pourquoi nous avons les ingrédients nécessaires? On a le maïs, on a le riz, on a voilà, les protéines, tout ce qu'il nous faut. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à produire localement des aliments pour bétail? La même question, voilà, pour les semences, parce que comme tu parles de la pomme de terre, bon, ça, à l'INERA, on va reposer la question à l'INERA. Aujourd'hui, les semences de pommes de terre sont encore importées. Je pense que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, les semences sont importées. Pour des raisons qui sont évidentes, nous n'avons pas encore réussi à planter les semences de l'est à l'ouest. Ça demande un investissement dans la recherche. On avait en son temps posé le problème à l'INERA. Bon, il y a beaucoup de problèmes dans lesquels nous n'allons pas, des difficultés dans lesquelles nous n'allons pas entrer ici. Mais je pense qu'à l'occasion du marché, il va y avoir des ateliers pratiques. Nous devons pouvoir trouver des solutions. Pourquoi la pisciculture n'est pas rentable chez nous? Parce que voilà, l'aliment pour bétail, c'est un problème dans les élevages, les vaccins, et voilà, les produits, tout doit venir de l'extérieur. Donc, on a encore ce problème-là. Dans la chaîne de valeur au niveau des intrants, les intrants sont chers parce qu'ils sont importés. Donc ça, c'est un des problèmes majeurs que nous rencontrons et à l'occasion d'un grand événement d'envergure internationale comme le marché agricole Bilangabé, nous avons des acteurs agricoles internationaux qui ont confirmé et qui seront là. Nous allons réfléchir ensemble. Aujourd'hui, il nous faut produire localement, que ce soit les semences, que ce soit voilà, les fertilisants. Pour faire simple, pour que nous soyons... La guerre économique est là. On ne va pas se voiler la face, mais le soleil, lui, pour tout le monde, nous n'allons pas nous plaindre. Nous devons nous organiser, nous devons nous regrouper, nous fédérer et exister. Voilà un peu. Alors, nous sommes vraiment dans la conclusion. Je ne sais pas si j'essaie de voir, est-ce que professeur Yanju, si professeur Yanju est encore avec nous, on va peut-être lui donner la parole pour la conclusion.
Sinon, vous allez me permettre que je lise quelques questions du chat. On ne pourra pas répondre à toutes ces questions faute de temps, mais qu'est-ce qu'on nous dit là? Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que jusqu'à ce jour, nous sommes toujours, attendez, nous sommes toujours, je n'arrive pas, dans excusez-moi là, dans la même pratique agricole de l'époque coloniale. Est-ce la faute à l'État congolais, aux agriculteurs qui s'y accrochent? Je pense que Tony a répondu à la question. Félicitations aux présentateurs. Pouvons-nous parler? Pouvons-nous parler de l'agriculture en milieu rural sans parler des routes, de dessertes agricoles? Beaucoup de produits pourrissent faute de routes. Je pense que Tony, tu as aussi euh, touché cet aspect-là. Si possible, on peut récupérer les 15 minutes pour voilà, répondre aux différentes questions. Je pense que c'est ce que nous faisons car le thème est très intéressant. Pouvons-nous avoir l'accès à l'enregistrement? Oui. Les enregistrements de tous les webinaires après traitement euh, seront placés sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube de Bilanga Betu, et nous allons partager les liens dans notre grand groupe WhatsApp Bilanga Betu. Comment répondre à la demande alimentaire dans nos différentes villes et dans nos villages alors que nous demeurons toujours dans les mêmes techniques culturelles à l'époque coloniale? Je pense que la question a été posée. Tony a aussi répondu à la question. Donc, nous retenons de ce webinaire que le salut est dans la chaîne de valeur, dans les chaînes de valeur, parce qu'on peut aussi, il y en a aussi plusieurs. Dans une seule filière, vous pouvez trouver plusieurs chaînes de valeur. Donc, bienvenue au marché agricole Bilanga Betu du 22 au 28 juillet 2024 à Kinshasa, au stade Albert Ier de Kinshasa à Gombe. N'hésitez pas de nous contacter. J'ai repris les contacts, les coordonnées de Bilanga Betu. Vous voulez participer comme visiteur, vous voulez participer comme exposant, vous êtes un expert, vous avez une matière importante en rapport avec le sujet principal qui est produire, nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. N'hésitez pas de nous contacter. Vous êtes une structure, vous êtes un entrepreneur, vous souhaitez exposer vos produits, vos services commercialisables pendant une semaine. Vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas de nous contacter. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé à ce webinaire très intéressant. Je pense que les 3 premiers webinaires ont été aussi intéressants et nous sommes fiers de la qualité des cerveaux de Bilanga Betu, de la qualité de nos intervenants, de nos experts. Et nous devons pouvoir matérialiser tout ça. Et c'est comme ça que nous organisons des events comme le marché agricole Bilanga Betu. Donc, merci à vous tous qui participez des États-Unis, de la Belgique, de la Corée du Sud, des provinces congolaises de Kinshasa. Portez-vous bien chez vous et on se donne rendez-vous pour le lundi prochain à 17h30, de 17h30 à 19h30, GMT plus 1 heure de Kinshasa. Nous allons parler de la comptabilité pour les non-financiers, la comptabilité pour les ASBL, les ONG, les associations. Cette comptabilité qui est aujourd'hui une obligation de l'État congolais. Donc, une église aujourd'hui ne peut pas se soustraire à cette obligation en disant, moi, je suis une église, je ne suis pas concerné. Moi, je suis un parti politique, je ne suis pas concerné. Non, les choses ont changé. Donc, nous aurons notre expert, M. Roger Moukadi, qui va nous entretenir des États-Unis. Encore une fois, grand merci de votre participation. Merci à Madame Rachel pour la gestion technique et bonne soirée chez vous. À lundi soir. Merci.